Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver et ravi d'accueillir pour ce webinaire Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors on va vous co-présenter aujourd'hui, ça va être une animation à deux de ce webinaire, un sujet sur le SEO B2B avec pas mal de petites choses qu'on a pu apprendre ces derniers mois, ces dernières années chez Invox sur ce sujet-là. Et puis la manière dont on a souhaité le traiter aujourd'hui, c'était de vous dire un petit peu quel était l'état des lieux du sujet aujourd'hui, mais pas passer trop de temps sur la théorie, de surtout essayer de vous donner des clés d'action qu'on va retrouver de deux grandes manières. On va retrouver une première étape dans ce webinaire. On va vous donner un petit peu notre méthodo avec 5 ou 6 grandes étapes pour attaquer le sujet SEO et vous montrer à l'intérieur de ça. Et c'est pas mal ce sur quoi Aurélie vous partagera un peu nos trucs et astuces. Comment est-ce qu'on le fait concrètement chez Invox avec des exemples. Et puis ensuite, on fera un petit focus sur le sujet de la page pilier qui est vraiment un des morceaux les plus importants aujourd'hui en SEO, en tout cas en B2B. Donc on vous expliquera un petit peu, là encore, comment le mettre en place et avec pas mal d'exemples. Avant de commencer, juste un petit mot de présentation, Aurélie, je vais te laisser nous dire qui tu es. Oui, bonjour à tous. Très heureuse de co-présenter ce webinaire avec Guillaume aujourd'hui. C'est mon tout premier webinaire. Donc moi, je suis Aurélie et je travaille chez Invox depuis presque 3 ans maintenant. Le temps passe vite. Et je suis consultante SEO depuis quelques mois et j'ai commencé en tant que content manager chez Invox. Et donc, je suis Guillaume Berthollet, je suis le fondateur d'Invox il y a maintenant un peu plus de 7 ans. Voilà, et pour ceux que ça amuse, je vous laisse aller découvrir un petit peu plus de choses sur moi sur mon profil LinkedIn et surtout connectez-vous avec moi, comme ça si vous avez des questions plus précises à l'issue du webinaire ou sur d'autres sujets, ma messagerie est toujours ouverte. Un mini mot sur Invox. Invox, c'est une agence, aujourd'hui on se présente comme une agence de Demand Generation. La Demand Generation, c'est un peu l'assemblage de pas mal de sujets de marketing B2B, la création de contenu d'une part, donc tout ce qui est inbound marketing, tout ce qui est marketing automation, donc tout ce qui est plutôt mécanisation, industrialisation, automatisation des processus grâce à des outils, et toute une partie acquisition de comment est-ce que je fais en sorte que mes contenus soient vus, que j'attire des leads et que je vais les chercher sur les différents canaux. Et finalement, dans l'équipe aujourd'hui, c'est un peu cette partie acquisition qui est concernée. Vous retrouvez ici Aurélie qui pilote notre équipe SEO. Et donc, cette équipe a pour but d'utiliser les deux grands canaux qu'on peut utiliser dans une approche plutôt inbound marketing, qui est le social media et puis le SEO. Et donc, c'est vraiment le fruit de ce qu'on a pu apprendre ces derniers mois sur la partie SEO qu'on va essayer de vous partager aujourd'hui. Avant de rentrer dans la présentation, j'attire juste votre attention sur l'outil questions-réponses que vous allez pouvoir retrouver, que vous soyez sur web ou mobile, ça marche de la même manière. Vous allez pouvoir retrouver l'outil questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure de la présentation. Je verrai si on les traite au fur et à mesure ou si on les traite à la fin. Mais vraiment, utiliser cette partie-là, c'est ce qui rend aussi l'échange du webinaire intéressant et plus interactif. La question qu'on peut avoir sur les SEO qui chapeaute un peu finalement le fil de ce webinaire, c'est si vous êtes là aujourd'hui à nous regarder, c'est que vous avez un sujet de positionnement dans Google sur votre activité. Et au-delà du sujet positionnement dans Google, comment est-ce qu'on fait que cette visibilité-là, qui est super importante et qui peut représenter une part très forte de votre trafic aujourd'hui, soit du trafic qualifié. C'est finalement facile d'aller chercher de la visite dans Google, aller chercher de la visite dans un contexte B2B où on est plutôt dans une approche marketing et puis derrière lead gen, lead generation, conversion. Il faut aussi aller chercher du trafic qui est utile et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Avant de rentrer dans la partie un peu opérationnelle et plus concrète, on va regarder quand même en 2020, qu'est-ce qu'il faut savoir du SEO. Alors, on ne va pas vous faire un cours de débutant en SEO, on va plutôt zoomer sur les trucs qui sont importants. Et que dans tout ça, le truc qu'il faut garder en tête, c'est qu'en tout cas en B2B, le bon contenu est super important. Alors Aurélie, tu voulais peut-être dire un mot sur les évolutions de l'algo Google et puis sur quelques chiffres ensuite. Oui. En fait, moi, je voulais attirer votre attention sur le fait de faire du bon contenu aujourd'hui. C'est vraiment très important. En fait, il faut savoir déjà que sans contenu, Google, c'est une coquille vide et que aujourd'hui, Google met à jour plus de 3000 fois par an son algorithme afin de le rendre
plus performant et d'apporter une réponse toujours plus précise aux requêtes des internautes. Et en fait, on voulait attirer votre attention aussi sur la mise à jour de Google BERT, qui est un algorithme en fait qui rend Google encore plus performant et qui fait en fait qu'aujourd'hui Google c'est plus seulement un moteur de recherche dans lequel vous allez taper simplement des mots-clés, mais c'est plutôt un moteur de réponse et ça devient vraiment un assistant personnel et qui est lié à une intelligence artificielle qui est de plus en plus performant. Et aujourd'hui en fait, par exemple, vous cherchez un contenu sur l'inbound marketing, vous n'allez pas taper dans le moteur de recherche inbound marketing, mais vous allez plutôt taper une question. Vous allez plutôt taper qu'est-ce que l'inbound marketing, comment faire de l'inbound marketing. Et c'est pour ça aujourd'hui en fait qu'on recherche à répondre via les contenus aux réponses des internautes. Donc c'est pour ça aujourd'hui que faire du contenu très qualitatif, au-delà des algorithmes, c'est quand même très très important puisqu'on va répondre aux réponses et aux questionnements des internautes via le contenu. Alors ça se retrouve au-delà de l'algo, ça se retrouve dans certains chiffres. Il y a une étude SEMrush qui a été faite sur qu'est-ce qui pourrait jouer le plus dans le classement, finalement, parce que le but, c'est de monter dans le classement sur des mots-clés. Tu voulais peut-être zoomer sur quelques-uns des résultats de cette étude qui montre ce côté, on va vers du contenu. En fait, tous les changements d'algorithme semblent aller dans cette voie-là de pousser le bon contenu. En fait, ce qu'on voit là, quand vous voyez le top 5 des facteurs de ranking sur Google qui ont été publiés et analysés par SEMrush, en fait, on voit que le temps passé sur le site, le nombre de visites par page et le taux de rebond sont des indicateurs qui sont vraiment très, très importants dans le ranking des pages. Et finalement, c'est des indicateurs qui sont des indicateurs de qualité de votre contenu et des indicateurs surtout de qualité de votre trafic. Donc aujourd'hui, en fait, l'objectif, c'est évidemment d'attirer l'internaute sur votre site, mais surtout de le garder. Donc du coup, en fait, si vous faites du contenu qui va attirer l'internaute, qui va le garder, qui va être expert et qui va valoriser votre expertise, finalement, le visiteur va rester plus longtemps sur votre site et finalement, vous allez faire plaisir à Google et vous allez remonter dans les moteurs de recherche. Donc, c'est tout bénef. Donc vous retrouverez dans les slides, vous pourrez aller zoomer un peu sur ces différents chiffres, on vous mettra le lien, mais vraiment ce qu'il faut réussir à garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie bataille de qualité. À tel point d'ailleurs qu'il y a une pratique qui commence un peu à se répandre, qui est le 10x content ou le 10 times content, le 10 fois content, qui est un peu une analyse qui dit qu'aujourd'hui, sur une thématique donnée, donc sur un jeu de mots-clés donné, si vous voulez performer et être dans les top positions, parce que aujourd'hui, c'est vraiment de cet enjeu-là qu'on parle ensemble, il faut essayer d'aller chercher une qualité de votre contenu 10 fois supérieure à la meilleure chose qui existe aujourd'hui et qui donc apparaît en tête de classement. Donc c'est ce côté de 10 times content et qui montre bien qu'il y a cet enjeu de comment est-ce que j'offre une expérience et que finalement dans une compétition qui est de plus en plus forte parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent à faire du contenu sur tous les sujets, l'idée c'est pas tellement de se différencier à la marge là c'est un peu l'exemple qui est donné en mettant une écharpe, un bonnet ou quelque chose comme ça. L'idée c'est plutôt d'être vraiment différencié par rapport à ce que je vais offrir et offrir une expérience de navigation sur le contenu qui est vraiment plus importante. Et c'est ça qui va faire une grosse différence aux yeux de Google, c'est est-ce que votre contenu il est apprécié par les humains. Et c'est tout l'algorithme de Google va chercher à comprendre quels sont les indicateurs qui montrent qu'effectivement vous avez du bon contenu. Et c'est pour ça que quand quelqu'un arrive sur votre site, s'il reste content, s'il voit plus de pages, s'il a des interactions, s'il recommande ça sur ses réseaux sociaux, voilà, il y a un ensemble de choses qui tendent à montrer que le contenu est bon. Et dans une approche B2B, c'est encore plus vrai parce qu'on est très peu dans du transactionnel systématique. Et à court terme. Donc, quand quelqu'un est dans une démarche de prise d'information, il va chercher à se renseigner sur un sujet, il va consulter de l'information, il est assez peu, comme c'est le cas par exemple en e-commerce sur du grand public, je cherche une paire de baskets, je trouve ma paire de baskets, j'achète tout de suite ma paire de baskets et finalement je reste pas très longtemps sur les pages parce que j'ai pas beaucoup de contenu à y voir, j'ai plutôt une décision à prendre. Et donc ce qu'on va chercher à provoquer en SEO B2B, c'est vraiment ce côté qualitatif des navigations et qui se retrouvera derrière sur
les positions dans le SEO. Alors, il y a d'autres petites choses. Ça, c'était vraiment le truc clé qu'il faut avoir en tête et ça conditionne tout ce qu'on peut faire ensuite en SEO B2B. Maintenant, avec Aurélie, on va vous présenter quelques petites choses sur des choses un peu plus techniques, un peu plus précises, mais qui sont importantes dans la façon d'exécuter ces démarches SEO. Oui, du coup, moi, je voulais quand même faire un focus sur le feature snippet qui, pour moi, est quand même très, très important cette année. Donc, le feature snippet, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous ai mis quelques exemples ici. En fait, c'est un extrait de votre contenu qui va être mis en avant sur les moteurs de recherche. Et aujourd'hui, en fait, c'est très important, notamment pour la recherche vocale, puisqu'il faut savoir que près de 45% des requêtes en 2019 dans le monde étaient liées à des assistants vocaux et que 60% des réponses réalisées par ces assistants vocaux étaient des feature snippets. Donc aujourd'hui, au-delà du bon contenu, c'est quand même important en fait de cibler les contenus que vous voulez mettre en feature snippets. Ce qui est important aussi, donc au-delà de cette recherche vocale, c'est que la partie du contenu qui va être mis en avant sur Google va attirer évidemment l'œil sur ce contenu-là dans les moteurs de recherche parce que du coup, on va mettre en avant des questions, des images, des mises en avant de votre contenu et le taux de clic, le CTR, peut passer de 2% jusqu'à 8%. Donc, c'est vraiment une tendance qui est très importante. Donc, on ne va pas rentrer dans le technique aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet. Mais je pense que c'est une tendance qu'il faudra suivre ces prochains mois. Feature snippet, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez aussi sous le terme de position zéro. Longtemps, le jeu de Google, c'est d'arriver en première position, en fait, qui est ici dans la page. Si vous voyez ma souris, en gros, j'ai mes résultats de recherche. Ici, j'ai toutes les annonces, donc ça, c'est tous les résultats payants. J'ai la position 0 et à partir de là, j'ai la position 1, 2, 3, 4, 5, donc jusqu'à 10 pour la première page et puis après, on bascule sur les autres pages. Donc, le gros jeu, c'est d'arriver dans cette page-là. En naturel, on parle de toutes les positions qui sont en dessous, donc de 0 à 10, et que cette position-là, elle est forcément préférentielle parce que regardez, la place que j'occupe, le nombre de mètres carrés que j'occupe dans cette page-là, avec du visuel, ce que n'ont pas les autres pages, avec déjà du contenu, et ici ma marque qui apparaît, qui peut aussi apparaître ici. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. En B2B, il y a encore beaucoup de thématiques sur lesquelles c'est assez peu fait, donc il y a aussi moins de concurrence, donc c'est facile. Pas surtout, hein, il y a des choses qui sont très concurrentielles, mais c'est un vrai enjeu sur cette partie-là, et en tout cas, si vous démarrez votre logique de SEO aujourd'hui, c'est à avoir en tête, notamment dans le cadre de création de nouveaux contenus. Un autre point important, un peu dans cette même approche, quand on tape une requête, toujours pour exister dans cette page-là, c'est l'importance des formats multimédia. Aujourd'hui, il y a une part prépondérante qui est donnée par Google à la vidéo, un peu au podcast. Ça commence aussi à ressortir, donc à la partie son. Et donc ici, vous voyez, je suis dans une page de recherche, j'ai mis chantier de la lead gen ou lead gen comme mot-clé, et on retrouve ici des vidéos qui ont été faites et éventuellement aussi des images. Et donc, on va retrouver, si vous faites bien votre boulot sur la partie multimédia, en fait, ça va venir aussi renforcer votre SEO et ces contenus-là peuvent être reliés à d'autres pages à leur tour. Et en plus, dans les contenus, tout à l'heure, on parlait aussi de qualité et de l'importance de garder les internautes sur votre site. Mettre une vidéo ou mettre des contenus visuels au sein même d'un article, c'est quand même hyper important pour booster votre taux de rebond et le temps passé par page. Il y a un sujet qui revient systématiquement quand on parle de SEO et qui revient de plus en plus quand on est dans du SEO B2B, c'est le sujet du netlinking. Un des points importants dans le fait qu'une page performe ou pas, ou qu'un site performe ou pas dans Google, c'est le nombre de liens entrants depuis l'extérieur du site qui vont arriver. Typiquement, plus je vais avoir de sites externes à invox.fr qui pointent vers des contenus invox.fr, plus ces contenus vont monter, et plus en plus ces sites seront des sites référents, plus mon contenu va être vu comme qualitatif aux yeux de Google. Il y a plein de techniques de netlinking, il y a des techniques qui sont plutôt du black hat SEO, donc du SEO pas très propre, qui existent, on peut aller acheter des liens, ça Google fait de plus en plus la chasse à ça. Le fait d'avoir des bons contenus quand même souvent, et si vous faites la promotion de la bonne manière, vous pouvez avoir des gens qui vont faire des liens naturellement depuis leur propre blog, depuis leur page et depuis les réseaux sociaux vers vos contenus, mais en tout cas c'est effectivement un sujet à avoir. Il ne faut pas juste faire super bien les choses chez soi.
Parce que forcément, le référencement, c'est du maillage. Le web, ce n'est pas des sites complètement isolés les uns des autres. Et donc, il y a ce sujet, comment est-ce que j'arrive à rendre mon contenu linkable auprès d'autres et comment j'arrive à le promouvoir et à le forcer un petit peu sans forcément aller jusqu'à des pratiques un peu moins appréciées par Google. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus là-dessus, on verra s'il y a des sujets, des questions qui reviennent, ce qui me permet de vous rappeler de bien poser vos questions au fur et à mesure. Et puis le dernier point, alors c'est vraiment pas notre focus aujourd'hui, on va se focaliser plutôt sur quels sont les contenus qu'on peut proposer pour arriver à bien les positionner dans les moteurs de recherche. Mais même si vous faites super bien votre boulot de création de contenu, si vous avez un site qui vous pénalise sur la partie technique, c'est-à-dire la structuration des pages, la vitesse de chargement, la qualité de lecture par Google de comment est structuré le site, ça va être très compliqué. Donc il y a aussi un sujet audit technique du SEO qui est à faire probablement avec votre agence web. Il y a aussi pas mal de petits outils qui permettent d'avoir une première idée de est-ce que mon site il est vraiment horrible ou est-ce qu'il fonctionne bien là-dessus. Il faut réussir à faire les deux, ce que je propose et ce que je raconte, et puis la manière dont c'est délivré, donc la partie technique par rapport à ça. On ne va pas s'étendre sur cette partie-là. Désolé pour ceux qui sont un peu férus de technique, mais c'est un sujet en soi et ça ne sera pas le nôtre aujourd'hui. Alors la question, évidemment, qu'on se pose tous là-dessus, maintenant qu'on a compris un petit peu les objectifs et un peu les enjeux, c'est comment est-ce que j'arrive à gagner le jeu du SEO sans tricher, c'est important. De ne pas tricher parce qu'on se fait toujours taper sur les doigts. Ça peut être tentant parfois. Il y a un peu des vendeurs de miracles qui vont dire si, non, mais je vais mettre des liens vers tes sites sur 5000 autres sites, tu vas voir, ça va performer ou je vais suroptimiser, je vais produire énormément de contenu pour y aller un peu en volume, pour forcer un peu le truc auprès de Google. Ça peut marcher à court terme. On a beaucoup de gens qui s'en sont mordus les doigts sur le moyen long terme et clairement, toutes les modifications, on vous a parlé de BERT, mais il y a eu 15 algos qui vont vers ça depuis quelques années. C'est vraiment comment est-ce que je protège l'internaute de sites qui ont un peu dévoyé les règles pour arriver. Alors du coup, on a mis un peu, et nous c'est la manière dont on fonctionne chez nous, et alors déjà pour Invox, et on montrera pas mal d'exemples sur Invox, et puis auprès de certains clients, quel est notre plan et quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer. La première phase, sauf à ce que vous ayez absolument pas de site en ligne aujourd'hui, mais normalement vous avez plus ou moins tous déjà une page qui existe à minima, même si vous n'en êtes pas très fier, il faut éditer d'où est-ce qu'on part. C'est important parce que Google apporte une prime assez forte à l'historique, à l'ancienneté. Donc plus on va être ancien, plus des pages vont être anciennes, plus en général ça va être facile de bien les ranker. Il faut bien faire son boulot, il faut les maintenir, mais il y a vraiment un sujet là-dessus. Donc c'est important de savoir où est-ce que j'en suis, quelles sont les opportunités que j'ai déjà à ma disposition et aussi apprendre de cette phase d'audit tout ce qui va pas. La deuxième phase, c'est plutôt une phase de benchmark. Donc là, je me suis regardé moi le nombril. C'est important, mais c'est aussi important de regarder ce qui se fait ailleurs parce que on n'est pas dans avec Google, on n'est pas dans oui ou non. On n'est pas dans j'ai fait le job ou j'ai pas fait le job. Est-ce que j'ai mieux fait le job que les autres? C'est vraiment une compétition. C'est un ranking. Donc je suis premier, deuxième, troisième, mais c'est toujours par rapport à d'autres personnes. Et donc, c'est super important de savoir les benchmarker pour regarder aujourd'hui sur une thématique sur laquelle j'ai envie d'être présent, qui est déjà présent, comment ils sont présents, est-ce qu'ils sont nombreux à être présents, est-ce que ça a l'air compliqué d'être présent à leur côté, et quelles sont les pratiques qu'ils ont mises en place. Ensuite, il y a un sujet de priorisation. On ne peut pas, à moins d'être sur un business très simple avec un peu mono sujet, mono mots-clés, en général, on va avoir trop de boulots différents, trop de jobs différents, trop de chantiers différents à mener en parallèle. Et donc, il va falloir, dans tout ça, prioriser. Il faut éclairer son choix sur comment est-ce que je priorise. C'est pas seulement j'ai plutôt envie d'être présent là, il va falloir aussi regarder un peu de data par rapport à ça et poser des bases un peu concrètes pour se dire sur quoi je vais aller vouloir me positionner en premier et quels sont les mots-clés sur lesquels je vais peut-être passer mon tour. Et puis après, une fois qu'on a ces trois premiers points, on va pouvoir passer plutôt aux phases d'action. Les phases d'action, c'est deux choses. C'est j'optimise ce qui existe. S'il existe des choses, et s'il existe des choses notamment qui ne sont pas trop mal placées, comment est-ce que je vais vraiment les utiliser pour aller me positionner. Et puis derrière, déployer la création de nouveaux contenus pour bien aller me positionner. Alors désolé, j'utilise beaucoup de mots ranking, c'est le positionnement, comment atteindre les bonnes positions, mais comment déployer cette stratégie-là. Et puis le cinquième point, qui est plus vraiment un point de la stratégie en tant que tel, c'est le côté monitoring, mais qui est quand même super important pour avoir un retour par rapport à ce que je fais, que ce soit sur l'existant ou sur du nouveau contenu. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça se positionne et pourquoi? Mais aussi parce que c'est un jeu évolutif. Je peux très bien être bien positionné à un moment,
Et puis 6 mois plus tard, avoir perdu des positions, avoir gagné des positions en fonction de ce que mes concurrents ont fait sur la thématique ou ce que Google a changé dans son algorithme. Donc il y a un vrai enjeu ici de savoir maintenir la pression par rapport à ça. Alors on fait pas ça à la main aujourd'hui. Auparavant, on pouvait se débrouiller juste avec un peu d'analytics. Aujourd'hui, on est un peu équipé. Aurélie va pas mal vous parler d'un des logiciels qu'on utilise. Oui, du coup, donc un des logiciels qu'on utilise et que j'utilise personnellement tous les jours dans mon job, c'est SEMrush. SEMrush, en fait, c'est un petit peu mon meilleur ami puisque c'est un outil en fait qui regroupe toutes les fonctionnalités qui sont nécessaires pour réaliser ce dont Guillaume vous parlait tout à l'heure. De l'audit de l'existant jusqu'au benchmark concurrentiel. Et c'est aussi un gros outil de monitoring et d'analyse de la performance des actions. Donc, c'est vrai que c'est un outil qui est assez complet. L'objectif, c'est évidemment de ne pas vous faire la promo de SEMrush aujourd'hui, mais plutôt de vous donner des bonnes pratiques. Et je vais vous montrer pas mal d'exemples tout à l'heure. Sachant qu'il y a pas mal de choses qu'on va vous montrer alors qu'ils vont se faire sous une forme particulière dans SEMrush ou sous un nom particulier, mais que la plupart des bons outils SEO aujourd'hui intègrent également. Donc tout ce qu'on va vous donner là, c'est reproductible soit avec des outils autres que SEMrush, soit dans SEMrush, soit avec une succession d'outils. Aussi, on aura un petit focus là-dessus. On vous en cite quelques-uns. Juste ici, peut-être si tu veux donner un petit mot sur chacun avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, du coup, donc, évidemment, j'utilise SEMrush comme je vous le disais, mais il y a aussi d'autres outils que j'utilise au quotidien. Donc, vous avez un petit panel ici. J'ai préféré vous mettre aussi des outils gratuits parce que je pense que c'est peut-être plus simple pour vous aussi. Du coup, donc, moi, j'utilise beaucoup, évidemment, tous les outils Google parce que quand on fait du SEO, on fait beaucoup de référencement pour Google. Et c'est vrai que l'outil que j'utilise le plus, à part SEMrush, c'est Google Search Console, qui est l'outil de référencement de Google qui permet en fait de voir quelles sont vos positions et quelles sont les URL qui fonctionnent le plus sur votre site. Et c'est un outil aussi qui va permettre de faire une petite analyse technique et d'indexer votre site sur les moteurs de recherche. Donc, c'est l'outil indispensable aujourd'hui et qui est totalement gratuit si vous voulez faire du SEO et si vous n'avez pas SEMrush. Évidemment, Google Analytics, je pense que tout le monde connaît cet outil qui permet de suivre vraiment tous les indicateurs de performance de votre site web, que ce soit le taux de rebond dont je vous parlais tout à l'heure, le temps passé sur le site et évidemment le trafic avec les canaux d'acquisition, dont le SEO, qu'on peut monitorer assez bien quand on sait maîtriser l'outil. J'utilise aussi pas mal Google Trends. On parlera tout à l'heure pas mal de pages piliers et de cocons sémantiques. Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, on raisonne plus en mots-clés, mais en thématiques d'acquisition. Et pour voir en fait si les thématiques que j'ai choisies pour mon site web sont tendances et vont générer du trafic, Google Trends, c'est un super outil. Google a aussi un outil qui s'appelle People Also Ask, qui est un outil en fait qui permet sur une thématique de voir quelles sont les questions qui sont générées sur les moteurs de recherche et qui sont liées. Donc c'est des outils qui sont complètement gratuits et qui sont vraiment un super complémentaire à SEMrush et que j'utilise aussi au quotidien. Et sur la droite, donc là, vous avez un panel d'outils aussi que j'utilise assez régulièrement. Je vais faire un focus, moi, sur Yoast SEO, qui est un outil que chez nous, nos content editors utilisent régulièrement, qui est en fait un outil qui permet d'optimiser facilement un contenu lors de l'intégration sur votre CMS WordPress, et qui est un plugin, en fait, et qui permet de voir si votre contenu est bien optimisé pour le SEO. C'est super, pour les personnes qui connaissent rien au SEO, c'est hyper pratique et ça vous donne des conseils très très rapidement. Donc, je vous conseille, si vous avez WordPress, d'installer ce plugin. Voilà, par curiosité, allez faire un tour sur ces différents outils-là. Vous verrez un petit peu leur perception. Certains sont plus spécialisés que d'autres. Il y a SEMJ qui est à noter, qui est une solution française, faite à Lyon, qui est assez prometteuse aussi. Donc voilà, ayez la curiosité d'aller voir un peu ces outils-là. Encore une fois, le but aujourd'hui, c'est pas de vous faire la promo d'un logiciel en particulier. Il se trouve que nous, on en utilise un, donc on vous a plutôt mis dans cet univers-là. Mais pour le coup, il y a pas mal d'autres choses à voir.
À partir de maintenant, on va rentrer dans un zoom sur les différentes étapes dont je vous ai parlé juste avant, un peu sur le plan diabolique pour réussir votre SEO. On va faire un petit zoom là-dessus. On va passer probablement un peu trop rapidement sur chacune des différentes parties. Comme vous avez les slides après, vous pourrez aussi retrouver ça et puis orienter les questions par rapport à ça. Je commence sur la partie audit. Alors, toutes nos parties, là, les 5-6 parties qui arrivent se présentent un peu de la même manière. Je vais vous dérouler un peu ce qu'il faut faire de votre côté sur les différentes parties. Alors, l'audit, je le disais tout à l'heure, c'est de comprendre quelle est la qualité ou la non-qualité, hein. Parfois, ça existe aussi quand souvent on est frustré en se disant je ne rank pas, je ne comprends pas, ça fait 2 ans que j'ai un nouveau site, je n'arrive pas à performer, de l'existant. Là, on va se focaliser sur l'existant. Donc, on va regarder est-ce que le site a un problème technique ou est-ce qu'il est structurellement sain. Est-ce que j'ai des pages toxiques? Parce qu'à l'intérieur d'un domaine, c'est plusieurs pages, parfois plusieurs centaines de pages, et qu'une partie de ces pages-là peuvent être vues par Google comme vraiment pas bonnes. Et auquel cas, ou se faire concurrence sur des mots-clés, ce qui dilue un petit peu la capacité à une page de ressortir. Donc, il y a un côté, est-ce que ce que j'ai n'est pas toxique et qu'est-ce qui est toxique? Parce que c'est rarement à 100% qu'on a la problématique. Quelles sont les pages de destination qui performent? Là, l'idée, c'est plutôt d'aller isoler le bon grain de livret, d'aller se dire, j'ai peut-être 3-4 pages qui performent super bien. Nous, sur notre site Invox, là, on est en cours de refonte, donc on a fait cette étude-là il n'y a pas longtemps. On a quelques pages qui surperforment pour plein de raisons différentes. L'idée, c'est plutôt d'essayer de sanctuariser ces pages-là et encore de les améliorer, et puis après de travailler sur ce qui manque. Également, d'identifier ce qui pointe vers votre site aujourd'hui, parce que souvent, il y a des pistes de gens qui vous aiment bien, qui parlent de vous. Donc déjà, c'est l'occasion de le savoir. Et puis, ça peut vous donner des pistes sur vers quel autre type de site vous pourriez aller chercher des liens. Et de comprendre aussi où est-ce que vous êtes positionné. C'est assez marrant. Quand on fait cet exercice-là, il y a souvent un gros différentiel entre les sujets dont les gens pensent parler et sur lesquels ils souhaitent se positionner et la réalité en fait de ce sur quoi ils performent. Et donc parfois ils ont l'impression d'avoir super investi tel champ sémantique ou telle typologie de mots-clés et que finalement pas du tout, et c'est en tout cas Google ne voit pas les choses comme ça. Donc c'est super apprenant, et donc ça c'est l'idée, c'est de faire ça. Aurélie, si tu veux illustrer un peu sur comment est-ce que ça vit de notre côté de manière concrète. Là, du coup, en fait, moi, je vais vous faire un petit peu une présentation de comment moi, j'utilise les fonctionnalités de SEMrush au quotidien. Et du coup, donc, sur l'analyse de l'existant dont Guillaume parlait, il y a une fonctionnalité que j'utilise assez régulièrement qui est la fonctionnalité recherche organique. Et en fait, qui vous permet de savoir sur quels mots-clés vous êtes positionné et comment et sur quelles URL en fait sont positionnés ces mots-clés. Donc, c'est un outil qui est vraiment une mine d'or d'informations. Moi, je vous conseille aussi de le coupler à Google Search Console qui offre aussi toutes les informations sur le positionnement de vos mots-clés. Mais ce qui est intéressant en fait ici, c'est que SEMrush en fait vous indique quel est le volume de recherche des mots-clés sur lesquels vous êtes positionné et également le pourcentage, le keyword difficulty comme SEMrush l'appelle, qui est le pourcentage de concurrence en fait du mot-clé. Donc en fait, c'est vraiment intéressant déjà de voir sur quels mots-clés vous performez, quels sont les URL qui performent sur ces mots-clés-là, et aussi de savoir quels sont les mots-clés finalement pour lesquels vous avez envie de vous positionner, mais sur lesquels vous êtes peut-être en 5e ou 6e page, et du coup, les mots-clés sur lesquels il faudra peut-être faire un effort en termes de positionnement. Donc, c'est vraiment un outil qui est hyper intéressant, qui n'est pas connecté forcément à Google Analytics ou Google Search Console. Donc, vous pouvez faire le même travail sur vos concurrents. Donc, ça, on en parlera tout à l'heure, mais c'est aussi quelque chose qui est vraiment intéressant d'auditer. Juste un petit exemple, par exemple ici sur la terminologie social selling definition, on voit que c'est un terme qui est recherché 260 fois sur le google.fr aujourd'hui, qu'on est ranké en première position et qu'il y a une difficulté à 71%, donc c'est un mot-clé quand même assez concurrentiel, mais sur lequel on est aujourd'hui bien positionné. C'est cette page-là qui est bien positionnée. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, au fil du temps, là c'est des mois, au fil du temps, vous voyez quelle est notre position, l'évolution de nos positions sur ces mots-clés-là. Donc il y a aussi une vue historique qui est intéressante. Un deuxième outil aussi que j'utilise pas mal, c'est Organic Traffic Insight de SEMrush. Donc cette fois, c'est un outil qui est connecté à Google Search Console et à Google Analytics. Donc vous ne pouvez malheureusement pas l'utiliser sur vos concurrents. Mais en fait, sur Organic Research, on était plutôt
sur la partie mots-clés, alors que là, on est plutôt sur la partie landing page. Donc, vraiment analyser quelles sont les pages qui fonctionnent le plus actuellement, sur quels mots-clés, et on va avoir aussi tous les indicateurs de qualité comme le taux de rebond, le temps passé par page, etc. Donc, du coup, c'est un outil en fait qui peut très bien être couplé, comme je le disais, à Google Analytics. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez toutes les mêmes données sur un même outil qui est SEMrush pour analyser la performance de ces pages-là. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous pourrez voir quelles sont les pages pour lesquelles, par exemple, vous avez envie de faire un effort, mais qui ne performent pas actuellement, ou au contraire, les pages qui performent très bien et sur lesquelles vous souhaitez encore plus booster le référencement. Tu peux passer, Guillaume, si tu veux. Et du coup, donc sur la partie vraiment analyse de la structure technique SEO de vos contenus, vous avez un outil aussi qui est Content Analyzer et qui permet en fait d'analyser contenu par contenu la performance et la structure de vos contenus. Donc là, en fait, ça va un petit peu plus loin qu'Organic Traffic Insight que je viens de vous montrer, puisqu'on a vraiment toutes les informations de la structure de ce contenu-là. Donc, par exemple, vous voyez que vous souhaitez vous positionner sur une URL qui ne fonctionne pas actuellement. Vous allez dans cet outil-là et vous pouvez voir pourquoi cette URL ne fonctionne pas et aller vraiment dans le détail de cette analyse. Donc, c'est vraiment un outil qui est assez intéressant, notamment quand on travaille sur l'optimisation de contenu. Si vous avez aujourd'hui un blog que vous souhaitez optimiser d'un point de vue SEO et que vous ne savez pas forcément par où commencer, c'est vrai que c'est un outil qui permet peut-être de prioriser aussi les chantiers d'optimisation de contenu. Et du coup, donc là, je vous montre juste la finalisation, on va dire, d'un audit qu'on a pu réaliser sur Invox. Donc en fait, une fois que vous avez réalisé l'audit de tous vos contenus, que vous savez sur quels mots-clés vous souhaitez vous positionner, quelles URL performent, quelles sont celles qui ne performent pas, vous pouvez mapper en fait tous vos contenus dans un content mapping SEO. C'est le terme qu'on utilise chez Invox. Et ensuite de prioriser les optimisations de contenu en fonction des performances des contenus. Donc c'est vraiment l'outil en fait qui nous sert à travailler sur l'optimisation des contenus existants au quotidien. Merci pour cette première partie. Je vais juste répondre à une question d'Alexia qui est arrivée en cours de présentation, qui avait une question qui remontait sur la liste d'outils. Je pense que c'était sur Yoast. Est-ce que l'outil d'optimisation SEO n'est disponible que pour les sites construits sous WordPress? Alors, Yoast existe sous WordPress, il existe aussi dans d'autres sites, sur d'autres CMS. Il y a aussi pas mal d'outils similaires à Yoast. Il y en a un d'ailleurs à l'intérieur de SEMrush qui est le SEO Writing Assistant, qu'on peut utiliser dans WordPress, qu'on peut utiliser aussi dans du Google Drive, dans des Google Docs par exemple. Je peux avoir mon texte et puis une colonne à droite pour aller optimiser, densifier les mots-clés, trouver les bons champs sémantiques et avoir un score avant d'aller publier. Toute l'idée de ces outils-là, c'est d'aller se plugger un peu dans le flux de production, que je produise sur mon site directement, dans mon CMS ou sur d'autres outils. Donc, il y a largement de quoi faire sur ça et ce n'est pas que limité à WordPress. Si après, on est sur du développement custom, ça ne marchera pas en plugin, il faudra déporter la rédaction, mais ça fonctionne un petit peu partout. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser les questions, on les traitera au fur et à mesure. Donc, deuxième étape, la partie benchmark. Donc là, l'idée, comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est de regarder aussi à l'extérieur ce qui se passe. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est sur des thématiques données, et on reviendra après sur l'analyse sur quelle thématique, ensuite je peux aller me positionner, mais c'est vraiment de comprendre qui est fort aujourd'hui dans le dispositif. Et là-dessus, on va regarder déjà les concurrents directs. Souvent, on va vouloir tout de suite regarder, on a en tête quelques-uns de ces concurrents, on va voir comment est-ce qu'ils se positionnent, on va essayer un peu de reverse engineer ce qu'ils ont fait au niveau SEO. On veut regarder aussi qui est présent, et qui n'est pas un concurrent direct. Souvent, on voit ressortir sur des thématiques en se disant tiens, ouais, il y a un site média, il y a un blog, il y a un outil de définition, il y a du Wikipédia. Parce que finalement, votre concurrence en termes de SEO, ce n'est pas tellement vos concurrents directs, c'est aussi tous ceux qui prennent la parole sur un sujet et qui sont bien positionnés. Parce que pour venir intercaler vos résultats au milieu de cela, il va falloir faire mieux qu'eux. Il y a aussi une notion d'évaluation.
C'est quand on fait un benchmark, 6 mois après, il faut le refaire pour voir un peu ce qui a bougé, parce que ça bouge beaucoup. On voit arriver des nouveaux entrants, on voit des gens qui dévisent parce qu'ils ont changé leur site, ils ont mal fait leur plan de migration ou leur nouvel type de page. Sur quels mots-clés les autres sont positionnés, parce qu'on va essayer de regarder sur quels mots-clés nous, on veut être positionné. On va regarder ce que Google nous apporte aussi en termes de flux, de trafic, et co. Mais parfois, la réflexion a été intéressante chez d'autres personnes et ça permet de voir comment est-ce qu'ils sont positionnés aujourd'hui et pourquoi, et comment les meilleurs du classement sont positionnés et qu'est-ce qu'on peut en retirer comme bonne pratique. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire beaucoup. Oui, donc là, du coup, je vous ai mis un petit exemple du coup des concurrents d'Inbox, qui est l'outil position tracking de CMrush. En fait, c'est un outil qui vous permet de rentrer des thématiques ou des mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner. Et automatiquement, en fait, il va vous dire comment sont positionnés vos concurrents sur ces mots-clés-là et en quelle position du coup vous êtes positionné. Donc il y a d'autres outils évidemment pour rechercher notamment des concurrents qui sont positionnés sur les mêmes mots-clés que vous qui existent dans CMrush, notamment un outil qui s'appelle Analyse de la concurrence et qui est aussi assez complet. Et on a sur le slide suivant toujours la fonction organic research dont je vous ai présenté tout à l'heure, qui permet en fait d'analyser sur quels mots-clés se positionnent vos concurrents, quels sont les URL aussi qui performent. Donc là, du coup, c'est vraiment intéressant parce que du coup, votre site se positionne peut-être sur des mots-clés qui sont intéressants évidemment pour vous, mais vos concurrents se positionnent aussi sur d'autres mots-clés qui sont peut-être encore plus intéressants et sur lesquels vous voulez vous positionner. Et c'est vrai que l'analyse à la fois des mots-clés de votre existant à vous et de vos concurrents vous permettra ensuite de faire ressortir des thématiques d'acquisition qui vont vous permettre ensuite d'avoir des idées de contenu hyper pertinentes et pourquoi pas réaliser des cocons sémantiques. Donc on en parlera après. Ensuite, du coup, donc sur l'analyse, donc là, on était plutôt sur l'analyse chiffrée et mots-clés de vos concurrents. Mais nous, on utilise aussi un autre outil qui apparaissait tout à l'heure qui s'appelle Flou. Alors, désolée pour le... Je ne sais pas, Guillaume, si tu sais mieux le prononcer que moi, mais c'est un outil qui est totalement gratuit en fait et qui permet aussi de voir sur une thématique ou sur un mot-clé donné quels sont les meilleurs URL qui ressortent sur la première page Google. Et en fait, quand on clique sur ces URL-là, on peut voir quelle est la structure de ces pages-là. Donc en fait, c'est quand même hyper intéressant déjà de voir comment sont structurées les meilleures pages sur le mot-clé sur lesquels vous souhaitez vous positionner, comment vous, du coup, vous pouvez mieux faire. Et on voit aussi d'un seul coup d'œil quel est le mot-clé aussi qui est utilisé et s'il y a des liens aussi et le nombre de mots qui est utilisé aussi sur les meilleures pages. Donc, par exemple, vous souhaitez vous positionner sur... donc là, j'avais mis social selling. Je vois pas bien, du coup, mais on voit que le meilleur contenu, bon, c'est nous, et qu'on est sur un contenu de 1500 mots. Donc, potentiellement, vous souhaitez vous positionner sur social selling, vous savez que va falloir faire un contenu de plus de 1500 mots et essayer d'avoir une structure qui est tout aussi bien que notre page à nous, quoi. Alors, pas mal de questions sur quel est l'outil. Alors, l'outil s'appelle Sroo. Vous le retrouverez, il est en logo dans le replay, vous l'aurez. Oui. Les slides, c'est THR et un nombre indéterminé de U derrière. Voilà, donc vous le retrouverez sans problème avec les slides ensuite. Donc à ce stade-là, on sait à peu près quand même quel est l'état des forces en présence, les siennes et puis celles de ses concurrents. Et on commence à avoir aussi déjà énormément d'infos sur le truc important à SEO qui est le mot-clé. Le choix des mots-clés sur lesquels on veut se positionner. Donc pour l'instant, on n'a pas de choix. Pour l'instant, on a un grand panel. Et vous allez voir que si vous rentrez pas mal de vos concurrents, vous allez voir arriver des trucs. Nous, on le voit sur certains de nos concurrents, ils sont positionnés sur des trucs mais qui n'ont rien à voir avec le sujet, parce que ils ont des contenus qui en parlaient plus ou moins, ou des vieux contenus aussi qui ressortent beaucoup. Et donc l'idée derrière, c'est d'arriver à faire cette partie choix. Alors dans le plan, derrière, sur comment est-ce qu'on fonctionne, on reviendra sur cette notion de cocon quand on parlera des pages piliers, mais la notion de cocon est super importante. On ne parle pas finalement de liste de mots-clés, on va parler de groupe
de mots-clés sur une thématique. Et un cocon, en fait, c'est une thématique sur laquelle j'ai envie d'être présent. Et donc, au sein de ces différentes thématiques, il faut que je choisisse mes mots-clés principaux et puis après que j'élargisse mon champ sémantique parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se positionner juste sur 3 ou 4 mots-clés. En fait, un mot-clé vraiment principal, il va être entouré un peu d'une kyrielle de différents mots-clés. Et puis, il va falloir évaluer l'effort à fournir sur les différents mots-clés, parce qu'il y a aussi des mots-clés sur lesquels on voudrait bien être présent, mais sur lesquels ça sera vraiment trop compliqué pour y aller. Et à un moment, on va faire ce que nous on appelle, on va faire le cut sur les différents mots-clés en choisissant ceux sur lesquels on va être présent, ceux sur lesquels on ne va pas être présent, en fonction de tout un tas de critères. Et ne pas oublier, comme le mentionnait tout à l'heure Aurélie, sur un des outils, le côté questionnement, question. Parce qu'il y a de plus en plus ce sujet alors, qui est drivé par le vocal search, même si la recherche vocale en B2B aujourd'hui, on est encore un peu protégé, on est encore beaucoup sur des recherches type météo, adresse, ce genre de choses, assistants vocaux à la maison ou dans la voiture. Donc on n'est pas encore trop impacté là-dessus. Par contre, les technologies des moteurs de recherche se collent de plus en plus à ça, et donc ce côté questionnement est super important. Du coup, pour trouver des listes de mots-clés, donc on utilise plusieurs outils. Donc là, c'est encore SEMrush parce que c'est l'outil qu'on utilise le plus. Donc c'est un outil qui s'appelle Keyword Magic Tool et en fait qui permet sur un mot-clé comptable, donc ici Lead Generation, de savoir en fait quels sont les mots-clés qui sont liés à ce mot-clé principal et du coup de vous aider en fait à rechercher d'autres mots-clés qui seront liés à un mot-clé donné. Donc par exemple aujourd'hui vous avez un contenu sur lead generation, vous savez que ce contenu performe bien mais vous souhaitez quand même peut-être faire un autre contenu sur cette même thématique mais vous ne savez pas forcément quel est le mot-clé principal de ce contenu-là à faire. Donc, du coup, vous pouvez utiliser cet outil-là qui va être une mine d'or d'informations et qui va vous donner toutes les informations aussi dont vous avez besoin sur le volume de recherche, le keyword difficulty dont on parlait tout à l'heure, toute la partie aussi CPC, donc qui nous intéresse un petit peu moins, mais qui est quand même importante et qui va vous donner aussi peut-être des idées de sujets puisque dans Keyword Magic Tool, vous pouvez aussi trier, comme le disait tout à l'heure Guillaume, les questions sont de plus en plus importantes. Aujourd'hui, on converse avec Google, on ne lui donne plus juste d'un simple mot-clé, mais on va taper plutôt une question dans le moteur de recherche. Et cet outil-là, Keyword Magic Tool, il va nous permettre en fait de trier les questions qui sont les plus posées sur cette même thématique. Donc, je ne vous ai pas mis l'exemple ici, mais vous pouvez, en recherchant, rechercher uniquement les questions qui sont liées à la thématique. Et pour aller un petit peu plus loin dans cette réflexion-là, vous avez un autre outil qui s'appelle Topic Research et qui permet en fait sur une thématique qui est donnée, de regarder quelles sont les sous-thématiques qui sont liées à cette thématique principale, puis de classer aussi les questions qui sont les plus posées au moteur de recherche. Donc ça aussi, c'est quand même un outil qui est très complémentaire du coup à Keyword Magic Tool et qui va vous permettre d'aller encore plus loin sur la réflexion des questions et des idées de sujets liées à un mot-clé sur vos contenus. Il y a une question sur est-ce qu'il existe des outils gratuits pour faire ce type de recherche. Oui, ça existe. La plupart sont quand même très limités. Donc on peut aller jouer un petit peu avec du SEMrush, on peut utiliser par exemple du BuzzSumo aussi qui est pas mal sur ce type de choses-là. Tu en as peut-être d'autres en tête Aurélie. En tout cas il y a effectivement pas mal d'outils qui permettent de faire de la recommandation. Ce qui va se passer bien souvent, c'est qu'on va se limiter dans le nombre de mots-clés qu'on va pouvoir rentrer, ou alors ce qui va se passer c'est qu'on va vous afficher les 4 ou 5 premiers et puis après ça sera masqué et on vous dira maintenant il faut passer en payant pour pouvoir y accéder. Il y a un outil quand même qui est très ressemblant à cet outil-là, mais qui va peut-être un petit peu moins loin, qui est Answer the Public. Je vous l'ai mis aussi du coup en logo dans les outils tout à l'heure. Mais en fait, c'est un outil aussi qui est totalement gratuit. Alors par contre, attention, si vous êtes une entreprise B2B, en fait, Answer the Public, c'est plutôt pour des requêtes qui sont assez volumiques. Donc, si vous êtes dans un secteur qui est assez spécifique, peut-être que vous n'aurez aucune réponse. Donc, il faut tester. Mais en tout cas, moi, je l'utilise aussi de temps en temps.
Donc du coup, on a parlé de recherche de mots-clés. Donc je vous ai mis un exemple en fait d'un fichier que j'ai pu travailler du coup pour l'audit d'Invox. En fait, vous voyez dans ce fichier que du coup, j'ai sélectionné des mots-clés qui sont pertinents pour Invox. Et ensuite, ces mots-clés-là, en fait, je les ai classés en thématiques d'acquisition et en sous-thématiques. Comme disait Guillaume tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, on ne raisonne plus simplement en mots-clés. Donc, on n'a pas un contenu pour un mot-clé, mais on raisonne plutôt en groupe thématique et en cocon sémantique. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est très important de classer les mots-clés sur lesquels vous souhaitez apparaître par thématique d'acquisition. Ça va vous permettre ensuite de travailler sur des contenus comme des pages piliers dont on vous parlera un peu plus précisément tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est la base du travail sur les mots-clés va être ce type de fichier. Donc vous voyez là par exemple en bas des petits slides qu'on a pu construire. En fait, donc l'analyse du coup de ces mots-clés-là et le classement en thématique et en sous-thématique nous ont permis en fait de construire des cocons sémantiques et de prioriser des groupes de mots-clés à travailler et donc des idées de sujets potentiels sur votre blog. Donc, normalement, maintenant, vous avez un plan mots-clés qui est formalisé avec une priorisation en sachant si vous allez repartir de l'existant ou créer des nouveaux contenus. Donc, on rentre dans les deux phases actives maintenant du SEO. Le premier, c'est l'optimisation de l'existant. Alors, l'optimisation de l'existant, ça peut s'appeler aussi la maintenance. Nous, on travaille beaucoup sur ce sujet de maintenance de contenu. La vue sur un angle plutôt SEO, la maintenance de contenu, ça peut être un petit peu plus large. Probablement qu'on fera un webinaire là-dessus prochainement parce qu'on a en général pas mal de questions là-dessus. Donc là, le premier point de l'opération je sauve les meubles avec ce qui existe déjà, c'est d'identifier qu'est-ce que je vais pouvoir optimiser. Donc là, souvent, on va aller trouver les contenus qui rankent un petit peu, mais pas top, mais qui sont quand même pas mauvais, sur lesquels, en faisant un travail supplémentaire qui sera moindre que de recréer from scratch, je vais pouvoir aller optimiser des choses. Et donc, je vais regarder, après, pour chacun des contenus concernés, qu'est-ce que je peux optimiser. Et ensuite, je vais l'optimiser avec le sujet de comment est-ce que je rallonge les choses, comment je densifie. Donc rallonger, c'est mettre plus de mots pour que la page soit plus importante. Comment je densifie, c'est plutôt comment je fais ressortir mieux les termes dans la page, et notamment le champ sémantique, comment je maille les contenus entre eux, comment je rajoute des visuels et du contenu un peu plus impliquant pour que les gens restent plus longtemps sur la page, comment je rajoute des call to action pour que la page convertisse aussi un petit peu. L'objectif ici, vraiment, c'est de coller à ce que demande Google, c'est de faire des meilleurs contenus et que les gens restent plus longtemps dessus. Et donc là-dessus, on peut avoir différentes optimisations qu'on va pouvoir faire. On vous les a listées ici, ça c'est celles qui sont les plus proches vraiment de la logique SEO. En vrai, il y a pas mal de choses différentes. Pareil, vous irez voir dans le replay et sur les slides. Ensuite, ce qui peut vous aider, vous, à améliorer l'existant. À chaque fois, la réflexion, c'est vraiment la même. C'est de se dire comment je coche les bonnes cases pour que Google voit que ce contenu est bon, et donc de le faire sur des contenus qui existent déjà. L'avantage, c'est que je ne pars pas de zéro. Il y a quand même un peu de latence quand vous allez mettre en place des nouveaux contenus, que vous allez publier des nouveaux contenus. Google va facilement mettre 2, 3, 4 mois à les remarquer, à comprendre que c'est du contenu qui est intéressant et à commencer à bien les faire apparaître dans les moteurs de recherche. Donc partir de quelque chose qui existe déjà, même s'il ne rank pas très bien, c'est quand même toujours quelque chose qui est intéressant, et pour ça, on a pas mal de cordes à notre arc. Et puis après, on arrive dans la partie création de nouveaux contenus, parce que parfois, l'existant ne suffit pas, où il y a des nouveaux champs sémantiques qu'on va aller investir. Et donc là, on est vraiment dans comment je déroule mon plan, donc comment je priorise mes différents cocons, comment je m'organise derrière pour créer le contenu. Ce n'est pas facile de créer du contenu. Créer du contenu SEO, c'est encore une difficulté qui est un petit peu différente. Pour derrière me mettre dans un planning de production, et plutôt d'ailleurs m'organiser pour tenir dans la durée. Là, l'idée, c'est pas de se dire, OK, pendant 2 semaines, je fais que ça et après, je n'y touche plus. Là, l'idée, c'est plutôt d'arriver à se structurer en se disant, j'ai mon plan, j'ai mes prios, je vais faire un peu de contenu chaque fois. Et Google aime plutôt bien d'ailleurs ce côté publication régulière de contenu, il se passe des choses dans le site. Donc, il faut aussi derrière s'organiser et se doter des bons outils de production. Il y a un sujet aussi qui est de faire vivre votre maillage, c'est-à-dire les liens entre les contenus au fur et à mesure. Chaque fois que vous allez publier de nouveaux contenus, il faut se poser la question,
vers quoi ce nouveau contenu il peut lier sur d'anciens contenus, mais aussi comment les anciens contenus en contrepartie peuvent relier à ça. Et évidemment, après, avoir votre assistant d'écriture SEO, quel que soit celui que vous choisissez et où que soit l'endroit sur lequel vous allez le positionner pour optimiser ça. Tu veux peut-être dire un mot sur les différents formats, puis après on ira zoomer sur la page pilier. Du coup, chez nous, on a identifié quelques formats de contenu qui sont spécifiquement pensés pour le SEO. Donc, on ne va pas faire un focus sur tous aujourd'hui, mais on va faire un gros focus sur la page pilier qui est le format, on va dire, le plus important en 2020. Mais du coup, nous, on a quand même identifié la FAQ qui est pour nous qui est pour nous du coup un format qui est très très important parce que comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui les questions qu'on pose aux moteurs de recherche sont de plus en plus précises et longues. Donc du coup la FAQ, c'est un format qui est très très adapté, aux recherches d'aujourd'hui et qui ressort très facilement sur les moteurs de recherche. Il y a quelques techniques. Je vous invite à aller voir un article qu'on a rédigé à ce sujet sur le blog Inbox. On a aussi le glossaire qui est un petit peu dans le même principe que la FAQ, mais plus sur des mots-clés moins longue traîne, donc plutôt sur des définitions. Donc, ce qui peut être intéressant, notamment quand vous êtes dans un secteur qui est assez spécifique sur des mots-clés qui n'ont pas trop de volume. Et évidemment, l'article de blog long format qui est spécifiquement pensé pour le SEO pour répondre aux enjeux de vos personas et de ce qu'ils vont taper sur les moteurs de recherche. Et donc, il va y avoir la page pilier. Ça, c'est le choix qu'on a fait dans la préparation du webinaire avec Aurélie, parce que franchement, ça change la donne vraiment. Et c'est probablement un des premiers, dans votre plan d'action, c'est une des premières choses à aller faire sur les mots-clés importants. Donc ça, je ne vais pas dévoiler plus que ça. On voulait juste faire un petit zoom sur comment ça fonctionne, un Writing Assistant. On vous a parlé un petit peu. En fait, vous avez votre texte ici qui est mis et ça vous calcule ici un score. Ici, on a 8,7 sur 10. Il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Et puis après, si vous scrollez, vous avez des différentes recommandations. Typiquement, là, on vous dit il y a 666 mots. C'est pas fait exprès. Ça serait mieux d'aller à 740 par rapport à la concurrence qu'il y a. Il faudrait l'augmenter un peu, c'est un peu court. Et vous allez avoir d'autres choses. Est-ce que le titre est bien fait? Est-ce que les intertitres sont suffisants? Est-ce qu'il y a de la mise en exergue? Est-ce qu'il y a suffisamment de liens? Ainsi de suite. Donc ça, en fait, vous allez pouvoir modifier des choses. Il y a des recommandations très concrètes qui se mettent ici et vous allez voir évoluer le score par rapport à ça. Donc, on considère dès qu'on est au-dessus de 8, 8,5, c'est des choses qu'on peut publier. On a déjà bien fait le boulot. Il ne faut pas vouloir tout suroptimiser ensuite. Et puis avant de rentrer sur la partie page pilier, puis je vois que quelques questions sont en train d'arriver de Thomas, Robin notamment. Sur la partie reporting, alors le focus aujourd'hui, ce n'est pas sur le reporting, mais c'est important que vous l'ayez. Et on voulait aborder ce sujet-là. Il faut faire une photo avant de mener vos opérations de maintenance et de création de nouveaux contenus. Il faut regarder comment vous rankez, il faut paramétrer votre outil. Vous pouvez prendre du SEMrush, vous pouvez prendre du MyPoseo, vous pouvez faire d'autres choses. Mais c'est de regarder comment vous rankez et ensuite d'avoir le bon outil par rapport à ça et de systématiser votre reporting. Vous dire, par exemple, tous les mois, je vais prendre 2 heures pour ça et je vais pouvoir le dérouler. Là, on vous a mis quelques vues de à quoi ça ressemble. Aurélie, on va passer très, très, très rapidement sur cette partie, si tu veux bien. Oui, du coup là, en gros, c'est des impressions écran de SEMrush. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un outil qui est quand même assez performant dans le monitoring des actions et qui vous permet aussi tous les mois de vous envoyer un rapport automatiquement sur votre adresse mail. Donc, du coup, c'est un outil qu'on peut utiliser aussi pour ça. Mais notre outil préféré pour travailler sur les actions SEO, c'est Data Studio, qui est un outil Google aussi, et en fait qui permet en fait d'agrémenter plusieurs sources d'informations. Donc par exemple ici, nous on utilise des informations de Google Analytics, de Google Search Console et de SEMrush sur un même dashboard qui peut être automatiquement mis à jour. Donc du coup, c'est vrai que c'est un outil qui est super intéressant et qui vous fait gagner énormément de temps une fois qu'il est paramétré. Vous cliquez juste sur mettre à jour, vous changez les dates et vous n'avez plus qu'à faire l'analyse en fait précise de vos actions. Moi, tous les vendredis matins, j'ai ce rapport qui arrive dans ma boîte mail et c'est assez précieux. Alors, piloté par l'hebdo, c'est toujours un peu casse-gueule. C'est plutôt un sujet moyen terme, le SEO, donc les évolutions, elles sont assez lentement aussi. Mais c'est super pratique d'avoir ça. On vous l'a promis depuis le début.
Donc, on va le tenir dans le timing, le focus sur les pages piliers. On entend aussi pillar page, pillar content, ce genre de termes clés. Aurélie, si tu peux nous dire un petit peu voilà, dans quel cadre de réflexion on est? Oui, du coup, donc la page pilier, en fait, c'est pour situer, en fait, c'est une page de destination qui est longue et qui va être destinée à une thématique précise. Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, vous avez très bien le schéma qui est expliqué par HubSpot ici. Mais en fait, avant, les sites étaient plutôt organisés en plusieurs rubriques avec plusieurs contenus sur un mot-clé principal, mais qui n'étaient pas forcément liés entre eux. Enfin, on n'avait pas forcément une réflexion maillage en fait importante sur une seule thématique. Mais aujourd'hui, du coup, on raisonne plutôt en cocon et en groupe thématique avec une page centrale qui va être la colonne vertébrale de votre thématique et qui va être liée ensuite vers d'autres contenus qu'on appelle les topic clusters et qui vont être des contenus qui vont être sur la même thématique et qui vont aller plus loin en fait sur cette thématique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez structurer tout votre site sur différentes thématiques d'acquisition que vous avez pu identifier lors de l'audit SEO et ensuite créer des contenus autour de ces thématiques-là pour les lier entre eux et qu'ils aient vraiment un jus SEO qui soit hyper performant. Donc, ça, c'est la théorie. Et l'idée, c'est de dire j'ai une page ultra forte et je lis les autres. Là, les petits liens, c'est vraiment des liens hypertextes qui ne sont pas reliés entre elles pour que Google comprenne que cette partie-là du site parle de telle thématique et que je monte sur l'ensemble des mots-clés du champ sémantique. Juste quelques mots, ça c'est ici aussi d'une étude CMOH parce qu'ils ont beaucoup de volume, donc ils arrivent à ressortir de la donnée. Ils ont fait une étude sur les pages spécifiquement qui avaient plus de 3000 mots. Quand on parle de pages piliers, on est souvent sur des volumétries assez importantes, sur de la grosse page, hein, clairement. Ils ont pu voir que en dessus et en dessous de 3000 mots, les pages les plus longues recueillaient beaucoup plus de trafic, avaient plus de liens entrants parce que c'est des contenus plus forts, plus intéressants, et aussi étaient beaucoup plus partagés. Et ça fait partie des ingrédients qui sont beaucoup appréciés par Google. Et puis ce que l'étude ne dit pas, mais qui est globalement quand même assez vrai, c'est que plus les gens vont arriver sur des pages qui sont longues, plus ils vont avoir tendance à rester longtemps sur la page. Et comme c'est un critère de plus en plus important aux yeux de Google, c'est est-ce que les gens arrivent sur une page et repartent au bout de 2 secondes, est-ce qu'ils vont rester plus c'est quelque chose qui est important. Alors on avait envie de vous donner, alors on a pris un exemple d'une page pilier qu'on a réalisée pour un client, là c'est le cas Acuiteo. On voulait vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on a fait un screenshot de l'ensemble de la page. Donc vous voyez, c'est dense, hein, c'est pas une petite page. Celle-là de mémoire doit faire 2000 mots, Aurélie. Oui, 2500 mots à peu près. Ouais. 2500 mots, on a zoomé un petit peu, on va vous donner un petit peu l'anatomie parfaite d'une page pilier. Oui, donc du coup, une page pilier parfaite, en fait, bon, c'est une page évidemment qui est assez longue et qui va expliquer tous les aspects d'une thématique donnée, qui va mettre des liens entrants en fait vers cette thématique-là. Nous, en fait, ce qu'on préconise dans la création d'une page pilier, c'est évidemment un header propre avec des liens et des encres en fait qui vont rediriger vers des paragraphes de votre page pilier. Parce qu'une page pilier, c'est un contenu qui est long et aujourd'hui, si vous voulez que votre utilisateur reste assez longtemps, c'est important du coup qu'il ait accès directement aux informations dont il a besoin. Donc, un chapeau aussi, donc hyper important. Bon, ça, c'est plutôt dans tous les contenus que vous travaillez, avec votre mot-clé principal qui sera présent directement dans l'introduction et dans le chapeau de votre contenu. Une mise en page également qui est très soignée parce que une page pilier, c'est un contenu qui est très long et qui peut être indigeste à souhait. J'ai vu certaines pages piliers qui étaient qui donnaient pas forcément envie. Et aujourd'hui, comme on l'a dit tout au long de ce webinaire, les indicateurs de qualité du contenu sont vraiment très importants dans le positionnement. Donc, c'est aussi important d'intégrer des titres qui sont jolis, des images, des vidéos, des liens avec une couleur spécifique. Voilà, c'est quand même très, très important. Donc, une longueur suffisante, comme je vous disais, qui couvre tous les aspects de votre thématique.
Différents blocs aussi pour structurer la lecture. Donc aujourd'hui, la structure d'un contenu, c'est hyper important pour Google. Donc ça, je pense que vous le savez, mais il faut bien structurer vos H1, H2, H3, H4, etc. Dans la page pilier, c'est encore plus important parce que toutes ces balises en fait, vont rediriger ensuite vers d'autres contenus qui vont aller plus loin sur le sujet. Donc c'est vraiment très, très important de penser la structure de page pilier avant même la rédaction de cette page-là. Et comme je le disais aussi, des illustrations qui sont très importantes pour garder l'utilisateur tout au long de la lecture et lui donner envie d'aller plus loin et de consulter d'autres contenus sur cette même thématique. Et un CTA, toujours évidemment pour améliorer la conversion et le maillage, parce que l'objectif d'un site web, évidemment, c'est la conversion. Et puis le dernier point, c'est le côté lien. Une page pilier, c'est aussi des liens qui repointent vers les autres contenus du cocon. Comme elle supporte, c'est un pilier, donc elle porte les autres pages aussi, il faut qu'elle puisse rediriger vers ces pages-là et inversement que les pages renvoient vers la page pilier. Donc si vous cochez un peu ces différentes cases, normalement vous aurez une bonne page pilier. À vous derrière de choisir les bons mots-clés et de vous mettre dans un rythme où vous pouvez sortir par exemple une page pilier par mois ou tous les 2 mois pour venir compléter le dispositif, ou au contraire tout de suite vous dire je vais commencer par ça, j'ai besoin de 4 pages piliers sur mes 4 grandes thématiques et après je construirai tous les contenus qui vont autour. On vous a mis quelques exemples au final. Donc la page chez Acuiteo, ça peut prendre des formes un peu différentes chez d'autres. Ici on est dans l'édition logiciel de facturation. Là, on est vraiment sur solution de facturation, logiciel de facturation sur lequel on veut se positionner. Là, on peut être dans une thématique plus automobile, financement automobile. On retrouve toujours ce côté très structuré, très propre, lecture fait pour l'œil humain, mais en même temps avec une performance côté SEO qui est super importante. Voilà, on est quasi dans le timing. Il y a des questions qui sont arrivées, donc on va les traiter. Et merci parce qu'il y a des très très bonnes questions là-dedans. Alors, question de Thomas. Est-ce qu'on parle que de Google? Est-ce qu'il faut considérer par exemple Bing dans sa stratégie SEO? Et comment est-ce qu'on gère éventuellement la cohabitation entre les moteurs de recherche? Est-ce qu'ils ont les mêmes règles? Aurélie, tu as un avis là-dessus? Alors, j'avoue que nous, chez Invox, on considère plutôt Google parce que c'est 90% des recherches en France. Après, si vous avez une stratégie à l'international, ça peut peut-être être intéressant de regarder quels sont les moteurs de recherche qui sont les plus utilisés. Par exemple, en Chine, je sais que ce n'est pas Google qui est le plus utilisé. Donc, en fait, il faut adapter aussi la stratégie au pays que vous ciblez. Mais en France, clairement, on est sur du Google à 90%. Donc, oui, à la cible aussi. Parfois, sur des questions de cible, on peut avoir des gens qui sont plutôt utilisateurs de Microsoft, Edge, donc qui vont plutôt aller tomber chez Bing. Globalement, en B2B, ouais, on fait quand même pas très attention à ce qui se passe ailleurs de Google, et on part beaucoup du principe que si on fait bien le job pour Google, ça fera aussi le job ailleurs. Et en toute franchise, je ne sais pas comment on rank sur Bing chez Invox. Question de Laetitia. Est-ce qu'il y a des outils gratuits pour le Writing Assistant, ou quels sont les outils qui existent aujourd'hui? Comme je disais tout à l'heure, il y a Yoast SEO qui est un plugin gratuit que vous pouvez installer directement sur WordPress. Il y a une version pro qui est limitée dans sa version gratuite, mais qui permet déjà de faire pas mal de choses, notamment sur les métas, pas forcément trop sur l'optimisation du texte en lui-même. Sinon, effectivement, ça va être plus des outils assez vite payants. SEMJ, du coup, oui, qui permet… Pardon, je t'ai coupé, Wally. Non, je disais SEMJ qui est un outil, alors je ne pense pas que ce soit gratuit, mais c'est un outil qui permet vraiment de se substituer aussi à Writing Assistant et qui est vraiment intéressant aussi. Et sinon, vous pouvez aussi ajouter à Chrome des petits plugins aussi qui peuvent être intéressants. Je vous invite à me contacter sur LinkedIn. Je pourrais vous envoyer un lien d'un article avec tous les plugins que vous pourrez ajouter et qui permettent aussi de voir les métadescriptions, la structure, etc., et qui peuvent être intéressants aussi. Il y avait une question de Robin sur la partie fac. Est-ce qu'il fallait utiliser un module spécifique, développer quelque chose, avec une question plus spécifique aussi pour Shopify, donc plutôt dans une logique e-commerce.
Les deux sont possibles. Ça dépend un petit peu du type de fac qu'on veut utiliser. Si on est sur de la fac très support, donc qui est le rôle premier de la fac, ça serait peut-être plus intéressant de passer par un outil de fac, voire sur un outil de customer success, de support, qui l'intègre tous, du Zendesk, du HubSpot Service, ou ce genre de choses. Parce que là, ça fera du SEO, mais l'objet ne sera pas d'abord de faire du SEO, ce sera plutôt de rassurer des clients ou des prospects sur des questions un peu techniques. Si on est vraiment dans une optique SEO, il y a quelques modules qui peuvent exister, notamment sur du WordPress qui gère de la fac, mais c'est pareil sur du Joomla, du Drupal ou tous les grands CMS. Et sinon, si on est vraiment sur la création de contenu, on peut aussi s'en sortir en utilisant les articles classiques, en ayant une page qui va faire le lien vers les différents sujets, parce qu'on n'a pas tant de mises à jour différentes que ça. On a une question de Margot. Que pensez-vous de RankMath qui est arrivé en puissance sur le marché, concurrence plutôt bien Yoast? Moi, j'ai pas utilisé RankMath. Tu as peut-être une idée, Aurélie? Non, je l'ai pas testé, non, malheureusement. Pas d'avis, mais du coup, on va le tester. Merci, Ouais. merci pour le. Merci Bonne pour note. l'idée. Je crois qu'on arrive au bout des questions. Il y avait une dernière question d'Alexia sur comment fonctionne un Writing Assistant très concrètement. Il peut être plugué sur le site, il peut être utilisé en standalone. Il peut être utilisé dans les outils de création de contenu, donc du Google Document, par exemple, directement là où je vais taper mon contenu. Donc, il y a plein de choses différentes. Il peut être utilisé par l'agence. Si on est dans le cas de SEMJ, on peut être dans un outil qui est fait que pour ça, qui récupère du flux RSS, par exemple, et on est dédié là-dessus, et on peut le partager entre agences et rédacteurs externes, ou freelance, ou journalistes, ou rédacteurs internes. Donc, il y a un peu toutes les possibilités là-dessus. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci d'être resté avec nous. Merci pour la qualité des questions. Il y a vraiment plein de choses super intéressantes. Merci Aurélie d'avoir joué le jeu avec moi. C'est pas toujours évident de pouvoir donner à deux, en plus à distance cette fois-ci. Mais c'était top. Et puis merci, à bientôt. Merci à tous, au revoir, à bientôt.